Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'eau de mer. Replaçons tout d'abord le décor. On est dans le système solaire, composé d'une étoile et de 8 planètes. Mercure, pour commencer, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont chacune sur leur orbite propre et tournent autour du Soleil. C'est ainsi que la Terre peut alterner entre le jour et la nuit. La Terre, notre planète, est recouverte à 70% d'eau, avec 95,5% de cette eau qui est salée et 2,5% d'eau douce. Voyons sous quelle forme sont répartis ces 2,5% d'eau douce. On a une première partie dans les lacs et les rivières à 1%. Les eaux souterraines et les nappes phréatiques, c'est 28,96%. La vapeur d'eau et les nuages, c'est 0,04%. Et les glaciers et les neiges, c'est 70%. Donc, pour être sur l'ensemble de ces formes, l'eau suit un cycle. Partons d'abord de l'eau liquide. Par action du soleil, on voit une évaporation de cette eau liquide ainsi qu'une évapotranspiration de la végétation. On a une formation des nuages qui, a fortiori, forment la pluie et ensuite les neiges. Par écoulement de l'eau de pluie et la fonte des neiges, on retourne à l'état liquide et l'eau va s'écouler ainsi dans les cours d'eau et par infiltration va rentrer dans les nappes phréatiques jusqu'à revenir à la mer. Il faut savoir que l'eau, c'est notre richesse la plus précieuse, dans le sens où elle est essentielle à la vie, pour les plantes, pour les animaux, ainsi que pour les humains. L'homme en a différents usages. D'abord domestique, ensuite un usage agricole, par la suite, ici on rappelle l'usage agricole. Ici, l'usage industriel qui viennent pomper dans cette eau disponible. Et en dernier, on voit que cette eau est aussi pour l'alimentation humaine, mais aussi pour sa boisson. Petit calcul. Sachant que 1% d'eau, ça correspond à 3 × 10⁻14 mètres cubes d'eau disponible. Un homme a besoin de 1000 mètres cubes par an. Il y a 7 milliards d'hommes sur Terre en 2018. Alors on a 7 × 10⁻9 fois 1000. Ça fait 7 × 10⁻12 mètres cubes nécessaires par an. Donc on est largement suffisant. 3 × 10⁻14, c'est très très grand devant 7 × 10⁻12 mètres cubes. Donc l'équation semble fonctionner. Non. Voyons pourquoi. Les hommes ont besoin d'une eau potable pour leur alimentation quotidienne. Petit rappel, l'eau potable, c'est une eau qui peut être bue, cuite ou utilisée à des fins domestiques et sans. Donc, elle doit être dépourvue de bactéries pathogènes, de virus et d'autres parasites qui peuvent souvent être issus de la défécation humaine ou animale. Il existe d'autres limites. Une limite en matière de pesticides, une limite en matière de nitrates et de calcium. Donc, pour être agréable à boire, cette eau doit être limpide, sans goût, sans odeur et pauvre en sels minéraux. On parle d'une moyenne entre 100 et 500 mg par litre d'eau. Le problème, c'est que l'eau sur Terre, elle est polluée. On parle d'à peu près 3,5 milliards de personnes qui consomment de l'eau impropre à la consommation chaque jour.
Alors, toute cette pollution, ça engendre des maladies hydriques. Et cette pollution, son origine, elle est autant domestique qu'industrielle, agricole et aussi issue de la défécation humaine et animale. Il faut savoir que les maladies hydriques c'est la première cause mondiale de décès dans le monde. Voyons maintenant les maladies hydriques les plus mortelles au monde. On a la diarrhée, le paludisme, la typhoïde, le choléra, la dengue et l'hépatite A. La diarrhée, c'est plus de 2 millions de décès par an. Le paludisme, 500 000 décès par an. La typhoïde, 161 000 décès par an. Le choléra, 143 000 décès par an. La dengue, 24 000 décès par an. Et l'hépatite A, 12 000 décès par an. Voyons maintenant la quantité mondiale d'eau douce. On a parlé tout à l'heure de 3 10 puissance 14 mètres cubes. La quantité mondiale d'eau douce potable, cette fois-ci, on parle de 2 fois 10 puissance 12 mètres cubes. C'est-à-dire 0,07% qui doit être partagé avec 7 milliards d'hommes. Donc on rappelle qu'on a besoin de 7 10 puissance 12 mètres cubes par an. Sauf que le problème, c'est qu'on n'en a que 2 10 puissance 12 mètres cubes, donc c'est insuffisant. On va aggraver la situation avec les disparités géographiques. L'eau est inégalement répartie sur Terre et la population et sa densité, ça aggrave la situation. Ici, on verra en vert foncé les zones les plus irriguées en ressources en eau douce, intérieure et les eaux souterraines, et le dégradé va vers les pays qui sont en très grand déficit. On remarque tout de même que beaucoup de pays avec un très grand déficit ont les branches, ont les bords qui atteignent la mer. Ici, les points bleus correspondent à la densité de population. Donc maintenant, voyons le nombre de mètres cubes d'eau disponibles par habitant dans le monde. Aux Émirats Arabes Unis, on parle de 17 mètres cubes d'eau. En Tunisie, 376 mètres cubes d'eau. Au Zimbabwe, 796 mètres cubes d'eau. En Inde, 1118 mètres cubes d'eau. En Chine, 2062 mètres cubes d'eau. En France, 3016 mètres cubes d'eau. Au Mexique, 3293 mètres cubes d'eau. En Indonésie, 7914 mètres cubes d'eau. Aux États-Unis, 8895 mètres cubes d'eau. En Australie, 20 932 mètres cubes d'eau. Et au Brésil, 27 818 mètres cubes d'eau. Donc ici, on peut voir que les disparités sont énormes. Et il faut savoir que si le nombre de mètres cubes d'eau disponibles par habitant est inférieur à 675 mètres cubes d'eau, les pays et la population est soumis à un stress hydrique. Ce stress hydrique génère des conflits régionaux, car l'eau, ça devient un véritable patrimoine pour les pays qui sont riches en eau. Pourquoi ne pas piocher dans le 97,5% d'eau salée disponible pour en faire de l'eau potable? Voyons comment on peut procéder. Tout d'abord, on vient à quelques mètres du rivage pour pomper de l'eau de mer. On a un premier filtre qui permet d'éviter l'intrusion de la vie marine dans la centrale. Donc après, ici, on va présenter 2 procédés. Le premier procédé qui est la distillation. Donc, on va récupérer de la chaleur par un fluide caloporteur. Après, on va chauffer l'eau de mer. Et ainsi, on va pouvoir séparer la vapeur d'eau des sels minéraux et d'autres substances. Par la suite, on condense cette vapeur d'eau afin d'obtenir de l'eau douce. Maintenant, on présente le second procédé, qui est l'osmose inverse. Elle nécessite un gros travail de filtration au niveau des algues et d'autres matières qui peuvent être en suspension.
Donc d'abord, on va faire coaguler les matières en suspension. Ensuite, on va les éliminer par flocculation. Après cette première filtration, on va filtrer de nouveau à travers des couches de sable et d'anthracite pour stopper toutes les petites matières fines. Là, on considère qu'il ne reste plus que de l'eau et du sel. Donc là, on va faire une petite microfiltration avant d'arriver dans l'osmoseur. L'osmoseur, on va envoyer de l'eau à forte pression sur une membrane semi-perméable. Ainsi, on va pouvoir séparer de l'eau avec les sels de l'eau douce déminéralisée. Cette eau douce va être stockée. Et une fois arrivé au stockage, on va pouvoir l'enrichir en sels minéraux afin qu'elle respecte les normes en vigueur pour l'eau potable. Donc ici, en fait, on se rend compte que l'eau de mer, c'est un véritable enjeu pour les années à venir parce qu'elle peut être un apport en eau potable à condition de mettre les moyens nécessaires pour la dessalination. On voit aussi qu'il y a beaucoup de pays limitrophes à la mer ou à l'océan qui sont soumis à des stress hydriques et la dessalination peut être un véritable enjeu pour désengorger les problèmes étatiques qui sont liés à ce déficit en eau. Ici, on a vu que la partie où est-ce qu'on utilise de l'eau de mer pour faire de l'eau potable. Mais l'eau de mer, c'est bien plus que ça. On a aussi une énergie marine qui regroupe plusieurs types d'énergie, donc de l'énergie thermique, avec des gradients de température entre les eaux de surface et les eaux de profondeur, de l'énergie mécanique avec les marées, la houle, les courants marins, la pression osmosique, et aussi de l'énergie par biomasse. Donc, c'est le fait d'exploiter des algues vertes et des algas qui sont disponibles en grande quantité sur les littoraux ou sur les plages. Donc, l'ensemble de ces énergies, ça constitue un véritable apport pour l'avenir. En plus, comme elles sont considérées comme des énergies renouvelables, ça s'inscrit dans l'air du temps. Merci à tous pour votre écoute.